La firme Enviro Neptune œuvre en recherche et développement, particulièrement pour le milieu de l'assainissement décentralisé. Donc, c'est une facette du traitement de l'eau qui vise les établissements qui ne sont pas raccordés au réseau d'égouts municipaux. Donc, le fait d'avoir des projets de recherche fait en sorte qu'une entreprise comme nous ont des besoins en infrastructure de recherche, laboratoire, experts de toute discipline. On a une petite équipe qui est excessivement occupée et on ne peut pas allouer les ressources autant humaines que financières pour s'adonner à des projets de recherche de A à Z. Donc pour nous, le partenariat avec des centres collégiaux de transfert technologique était une évidence, puis c'était pour nous la seule manière de pouvoir mettre des projets en réalisation et éventuellement développer des produits que nos entreprises pourraient mettre sur le marché. On a fait des collaborations principalement avec le CTE, donc avec le Cégep Saint-Laurent, le Centre des technologies de l'eau. Et on a eu une collaboration également avec le CTTEI de Sorel en écologie industrielle. Et ce sont, je vous dirais, 3 projets là, qui ont été assez concluants. Donc probablement que dès l'an prochain, 2 nouveaux produits vont être commercialisés suite aux efforts de recherche. Si on n'avait pas eu cette collaboration-là avec le CTE, par exemple, les produits auraient carrément, probablement, dormi sur les tablettes ou sur les planches à dessin. Moi, je pense que chaque entreprise qui œuvre dans le développement de technologie devrait contacter le réseau Transtech, qui, eux, ont accès à toutes les CCTT, connaissent l'expertise de chacun. À ce moment-là, ça permet d'un seul coup d'être bien dirigé dans le meilleur CCTT pour leurs propres besoins. Expertise, rigueur et professionnalisme. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement, plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple. Faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour à tous, bon matin, je me présente Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce matin par ce temps un peu gris, c'est un temps parfait pour être avec nous.
durant la prochaine heure et demie avec un bon café, donc pour cette tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Donc, le secteur manufacturier qui est vraiment au cœur de notre membership dans le réseau de chambres, à la fédération aussi, mais aussi au cœur des préoccupations, je pense, des gouvernements. On l'a vu hier dans le dépôt du budget. Vous avez certainement pris connaissance des grands plans du budget d'hier. Et il y a des belles choses qui ont été annoncées. Je pense entre autres à la bonification de crédit sur l'innovation. Donc, plein de belles portes d'entrée vers plus de productivité dans le secteur manufacturier. Alors, on va aujourd'hui parler, dans le cadre de la tournée, de tous ces changements-là à travers lesquels les entreprises manufacturières partout au Québec vont devoir passer, et principalement à travers ce qu'on appelle 12 transitions. Donc aujourd'hui, on mettra en lumière une de ces transitions-là. C'est ce qu'on fait à chacune de nos étapes de la tournée. Et aujourd'hui, ce sera d'ailleurs la transition qu'on appelle communicationnelle. Alors aujourd'hui, bien qu'on soit en virtuel, on est quand même conceptuellement dans une région. Donc, je veux saluer mon collègue Michel Lemilot, qui est directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, donc en Montérégie. Alors, je vous remercie d'être avec nous, tous les gens d'affaires de la Montérégie. C'est un plaisir de vous accueillir. Cette tournée, on l'a fait en collaboration avec un partenaire chez nous qui nous est très précieux, qui est Synchronex. Alors, vous avez vu les vidéos d'introduction. Je salue d'ailleurs sa présidente directrice générale, donc Marie Gagné. Donc, bonjour Marie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La tournée, donc, on fait le tour comme ça virtuellement de 10 régions du Québec durant les mois de mars, avril et mai. Alors, dans les prochaines semaines, on ira au Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Loup, à Gatineau, à Brome-Missisquoi, Thérèse de Blainville, à l'Assomption et à Montréal-Nord. On est en Abitibi, on est en Estrie dans les dernières semaines. Alors, on se promène avec nos deux experts, donc Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien de Deloitte, des gens qui sont fort bien versés dans la réalité des entreprises manufacturières, pour parler de votre réalité et le faire aussi à travers des témoignages d'entrepreneurs. Alors, à la fin, on aura un échange avec Mme Loubier et M. Boudreau, d'ailleurs, ou Sébastien, qui est un ancien collègue de travail, d'ailleurs, que je salue. Et donc, ce sera un échange qui sera à la fois théorique, mais aussi vraiment pratico-pratique et basé sur des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Michel pour la poursuite des présentations, puis je vous remercie d'être avec nous ce matin. Michel. Bon matin tout le monde, merci beaucoup. Merci Charles. Alors, bienvenue à la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Cette initiative de Synchronex et de la FCCQ est plus que bienvenue à Montérégie. Le secteur manufacturier affronte présentement des défis inédits. Les entrepreneurs doivent les identifier et ensuite se procurer les outils pour les surmonter. L'activité de ce matin leur viendra en aide sur les deux aspects. Nos animateurs présenteront les 12 transitions majeures que vivent les manufacturiers, entre autres la transition vedette d'aujourd'hui, la transition communicationnelle. Avant de céder la parole à nos animateurs, permettez-moi de présenter la PDG de Synchronex, Marie Gagné. Depuis plus de 20 ans, Mme Gagné agit comme gestionnaire d'entreprise et d'organisations engagées en innovation. Ayant participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaire et intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, les CCTT, elle comprend et maîtrise finement les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. À titre de présidente, directrice générale de Synchronex, le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. J'inviterai Mme Gagné à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, M. Milot. Charles, chers entrepreneurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région de la Montérégie ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement, se déplacer, ne serait-ce que virtuellement, est vraiment apprécié. Ma visite ici ce matin est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique ou pour saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester de nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements sanitaires,
d'agriculture plus durable, de logistique du transport ou tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider, les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour les aider à améliorer leurs processus, leurs procédés, leurs produits et leurs pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17% plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17% de plus de ventes, ça vous intéresse? Chaque CCTT spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux, en passant par l'énergie, dont les énergies renouvelables, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, en Montérégie, vous avez la chance d'avoir 3 de nos 59 CCTT. À Saint-Hyacinthe se trouve le groupe CTT, un centre spécialisé en textile, et Syntec agroalimentaire. À Sorel, nous avons le Centre collégial de transfert de technologie en écologie industrielle, le CTTE. Les CCTT créent près de 18 millions de retombées économiques et génèrent plus de 160 emplois annuellement dans la région. Pour vous donner quelques exemples, Syntec agroalimentaire accompagne les entreprises de la région pour développer des aliments qui répondent au goût et aux besoins des consommateurs, notamment en optimisant la valeur nutritionnelle et la durée de conservation, tout en minimisant l'usage d'agents chimiques. Le groupe CTT appuie notamment le secteur de la santé et du transport pour, un exemple, le développement de textiles antibactériens. Quant au CTTEI à Sorel, il soutient les entreprises afin qu'elles améliorent notamment leur bilan environnemental. Et même si leurs expertises et leurs équipes sont exceptionnelles, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive ou plus efficiente. Les CCTT sont un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est en ces temps particulièrement difficiles et changeants. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître mieux, davantage aux entrepreneurs des 4 coins du Québec. De plus, en fonction des risques et des projets, certains programmes de financement avantageux pour vous pourraient s'appliquer pour la réalisation de vos projets avec les CCTT. Les CCTT vont être en mesure de vous informer à ce sujet au besoin. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Nos clients sont extrêmement satisfaits de nos services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année, car comme vous le savez, demeurer compétitif est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir les nouvelles opportunités d'affaires et que vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17 % vous intéresse, n'hésitez plus, faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif. Monsieur Milot, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Gagné. C'est très apprécié pour votre implication auprès des manufacturiers. Merci, je vais pouvoir starter ma vidéo maintenant. Je n'avais pas accès. Alors maintenant, j'ai perdu mon petit fichier qui a disparu avec ma vidéo. Je m'en excuse. Désolé, j'ai pas ma... Ça va prendre 15 secondes, j'y arrive. Alors voilà. Maintenant, je cède la parole à nos animateurs, M. Louis-J. Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation de la FCCQ, ainsi que M. Antoine Audy-Julien, stratège d'affaires chez Deloitte. Encore une fois, mes excuses. À vous, messieurs. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors, heureux de présenter aujourd'hui dans le cadre du 3e événement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce.
D'abord, quelques mots de remerciement à la SCCQ et son PDG Charles Milliard, à Synchronex et sa PDG Marie Gagné, ainsi qu'à la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu et son directeur général Michel Milot. Merci de nous recevoir chaleureusement et d'avoir réuni la communauté d'affaires locale pour nous ce matin. J'aurai le plaisir de faire cette présentation en duo avec mon apprenti, comme certains l'appellent maintenant, Antoine Audy-Julien. Je ne peux m'empêcher ici de citer Yoda, personnage central de la Guerre des Étoiles, qui a dit « Toujours par deux ils vont, ni plus ni moins, le maître et son apprenti ». Alors, trêve de plaisanterie. Le ministre des Finances hier nous annonçait hier que la reprise économique serait vigoureuse. Un rebond de l'activité économique de 4,2 % serait attendu au Québec en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Par contre, l'année 2021-22 marquera le retour au plein emploi. Ce sera donc un rebonjour à la pénurie de main-d'œuvre qui nous a donné tant de maux de tête dans les dernières années. COVID-19 oblige, il s'agit de la troisième version de l'ère des transitions, l'avant, le pendant et l'après. On peut maintenant voir la sortie de crise à l'horizon, mais il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale, encore difficile à cerner. Nous espérons y contribuer avec cet événement. Aujourd'hui, la transition vedette est la transition communicationnelle et une entrevue suivra notre présentation vers 8h55 avec Suzy Loubier, vice-présidente et chef de la stratégie chez Soleno, une fierté régionale pour le Haut-Richelieu et la Montérégie, ma foi, et ainsi que Sébastien Boudreau, directeur manufacturier au cabinet d'affaires publiques national. Notre présentation sera en deux parties. Tout d'abord, un rappel de l'impact important du secteur manufacturier dans notre économie et ensuite la présentation des 12 transitions qui, selon nous, changeront irrémédiablement le visage du secteur manufacturier québécois dans un avenir proche. Visionnons ensemble un court vidéo d'introduction, mais avant, écoutons très religieusement les consignes de la part d'Antoine. Merci Louis. Donc, merci de l'introduction également. Donc, comme vous savez, une vidéo, quand c'est partagé via les plateformes comme Zoom, ça peut avoir quelques petits lags. Des fois, la voix n'est pas tout à fait alignée avec le son, donc, avec le vidéo. Donc, on s'en excuse s'il y a des petits glitches de cette nature-là. C'est inévitable malgré toutes nos bonnes intentions. La deuxième chose à savoir, c'est que la question-réponse va se faire à la toute fin. Par contre, on vous invite à écrire vos questions en cours de route. Il y a la section Q&A, à la limite, il y a la section chat si c'est plus facile pour vous. Et dans tous les cas, juste à nous envoyer vos questions en temps réel et on va toutes les accumuler. On va les répondre, on va leur répondre à la toute fin. Dernièrement, on sait que la question la plus populaire, c'est est-ce que la présentation va être disponible? Il y a un synopsis qui est en élaboration actuellement, qui va être disponible dans les prochaines semaines. Donc, quand ça va être fait, via la Chambre de commerce, vous allez recevoir là, donc, le synopsis de l'étude qui vous est présentée aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on vous envoie un petit vidéo. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements, où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé. les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions.
Au nom de Desjardins et de ses membres, à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, comme il se doit, on aimerait remercier les commanditaires qui ont rendu possible la présentation de l'ère des transitions, en commençant par Desjardins, qui est présent pour les manufacturiers dans toutes les régions du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. Norda Stello, Société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée. Investissement Québec, la vice-présidence technologique d'Investissement Québec, Investissement Québec CRIC, pardon, en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant. Trump, un organisme voué au financement de partenariats de R&D avec le milieu de la recherche. CRIM, organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. Et l'INO, le Centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et en Internet des objets. Dell, Développement économique Longueuil, organisme d'appui au développement économique et centre d'expertise industrielle qui a pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers. Prima, le pôle de recherche et d'innovation des matériaux avancés. La SDED, Société de développement économique de la MRC de Drummond, et BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière qui sont avec nous ce matin. CETEC, le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui a comme mission le défi du reprenariat. Processia, chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Bridger, la plateforme numérique de maillage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises. Et finalement, le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Mais maintenant, voyons voir comment le secteur manufacturier contribue à l'économie du Québec. Merci, Louis. Donc, justement, avant la crise, on sait que tous les voyants économiques étaient ouverts. Le secteur manufacturier, autant que l'économie en général québécoise, était plus dynamique que jamais. On voyait de la création de richesses par le secteur de la fabrication pour tous les Québécoises, tous les Québécois. Le secteur manufacturier qui agissait dans l'ombre comme au soleil, comme le moteur de l'atteinte des objectifs économiques du Québec. On s'est posé la question à travers la dernière modification de l'étude durant la COVID et maintenant après la COVID pour une sortie de crise réussie. Donc, on s'est posé la question, est-ce que tout ça a changé avec la COVID? Est-ce qu'on repart de la case départ? Et la réponse qu'on a trouvée à ça, c'est non, absolument pas. Au contraire, le secteur manufacturier qui demeure la carte maîtresse d'une sortie de crise réussie. Puis, on va vous expliquer pourquoi vous le voyez à l'écran actuellement. Donc, ce qu'on voit à l'écran, les objectifs du gouvernement, les objectifs économiques du gouvernement du Québec ont légèrement évolué depuis les 2 dernières années, naturellement en lien avec la COVID. Premièrement, créer des emplois bien rémunérés entre 25 et 30 $ de l'heure, ça c'était le cas avant, c'est toujours le cas aujourd'hui. L'industrie manufacturière est le champion des emplois payants. On sait que le secteur manufacturier a des salaires qui sont 17 % plus élevés que les services. Donc, encore une fois, des salaires qui sont payants, qui sont à forte valeur ajoutée et qui sont très intéressants pour les employés. Le deuxième objectif était accélérer les investissements des entreprises en innovation et en productivité. Bien, de la même façon, le champion de l'innovation et de la productivité, c'est le secteur manufacturier. Plus d'1 $ sur 2 des dépenses en innovation et R&D proviennent du secteur manufacturier. Donc, on sait que l'économie manufacturière génère plus de la moitié de l'innovation au Québec, donc champion de l'innovation. Et au niveau de la productivité, pour chaque heure travaillée par un travailleur manufacturier, c'est 57 $ qui sont injectés dans l'économie sous forme de PIB. C'est excepté là, si on prend l'extraction pétrolière, gazière et autres qui sont, disons, dans une classe à part absolument unique. Dans les autres secteurs d'activité, c'est celui qui a la meilleure productivité. Non seulement ça, c'est le secteur manufacturier qui a vécu la plus forte croissance dans les dernières années au niveau de la productivité, justement sur la richesse créée par heure travaillée. Troisième objectif du gouvernement, c'est certain, on est une société d'exportation au Québec, donc accroître nos exportations à 50 % du PIB. C'est de cette façon-là, on sort des produits ou on sort des services et on rentre de la richesse dans l'économie. Donc, c'est certain que c'est une bonne façon de créer de la valeur. Donc, le champion des exportations, le secteur manufacturier, 2 fois plus que les services, 8 fois plus que les ressources naturelles, donc au niveau de la richesse créée par les exportations. Donc, encore une fois, si on tente d'augmenter et d'accroître les exportations, d'atteindre nos objectifs, le secteur manufacturier qui est certainement en tête de file sur le potentiel à exploiter. Et dernièrement, un nouvel objectif qui a été intégré naturellement de par la COVID, retourner à l'équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles.
le ministre des Finances qui annonçait récemment que la crise sanitaire avait coûté plus ou moins 30 milliards de dollars au Québec à l'heure actuelle. Bien, le secteur manufacturier, c'est le champion des finances publiques. 13,5 milliards de dollars de revenus fiscaux et parafiscaux, dont 10 milliards seulement au Québec. Donc, dans une année, le secteur manufacturier va avoir contribué 10 milliards de dollars à l'assiette fiscale. Donc, c'est presque déjà le tiers du coût de la crise qui est payé par le secteur manufacturier directement. Donc, c'est une façon de voir les choses, mais reste que si on veut revenir à un équilibre budgétaire, bien, c'est certain que la contribution du secteur manufacturier est non négligeable et si on peut l'accroître en ayant un secteur manufacturier qui est encore plus périn, encore plus dynamique, bien, c'est certain qu'on va contribuer à l'atteinte des objectifs. Sans plus tarder, parlons maintenant des régions, donc les statistiques au niveau des régions avec Louis. Oui, tout à fait. Le secteur manufacturier, avec sa performance exceptionnelle, ça se passe partout dans les régions du Québec. On voit une recrudescence et une croissance un peu partout au Québec. Si on regarde au centre, pour voir la loi des proportions finalement, le secteur manufacturier, il ne faut pas s'en surprendre, l'île de Montréal est la première région administrative avec 17 milliards de PIB manufacturier. Reste que la région de Montréal ne croît plus depuis plusieurs années. Donc, c'est un chiffre qui est relativement stable et on voit que la croissance se fait beaucoup dans les régions. Pas surprenant non plus qu'on est aujourd'hui à Saint-Jean, à Montérégie. La Montérégie, deuxième au Québec avec 10,5 milliards de PIB. Donc, encore une fois, c'est très, très costaud. La Montérégie est une vraie région manufacturière, suivie de Chaudière-Appalaches, des Laurentides et de la Capitale-Nationale. Si on regarde dans une perspective géographique, c'est un peu Montréal et ses deux rives. Alors, si vous additionnez Montréal, la Montérégie et les Laurentides, incluant Laval, vous avez des proportions assez importantes. Mais vous avez aussi Québec, capitale nationale, avec sa rive sud, Chaudière-Appalaches, incluant la Beauce. Alors, vous avez ici les régions où le PIB manufacturier est le plus important. Mais si on regarde maintenant les régions où, dans le 100% de l'économie, la place qu'occupe le secteur manufacturier dans le 100% de l'économie, on voit que Chaudière-Appalaches et le centre du Québec sont dans une classe à part. Chaudière-Appalaches, 28%, toujours la rive sud de Québec, 28% de son économie est manufacturière. Le centre du Québec, il ne faut pas s'en surprendre, non plus, 25% de son économie. L'Estrie qui a fait un bond en avant aussi dans les dernières années. Le Saguenay, notamment avec l'aide des alumineries. Et vous avez la Montérégie avec 17%, qui quand même surpasse la moyenne québécoise de beaucoup, qui est de 13%. Donc, Montérégie en avant de la moyenne québécoise. Puis, pour terminer, l'augmentation, pour vous démontrer que tout le Québec va de l'avant avec ce désir de vouloir fabriquer des produits, transformer des produits à haute valeur ajoutée, bien, la Gaspésie, surtout dans sa filière de transformation alimentaire, donc 14% d'augmentation. Même le nord du Québec, 13%. Chaudière-Appalaches, 9%. Lanaudière, 7%, etc. Donc, on voit que ça bouge dans les régions du Québec et on voit aussi des fleurons un peu partout. On voit des entreprises dans des régions qui grandissent, qui sont des acteurs économiques très importants de leur région au niveau de l'emploi, au niveau de l'achat aussi, de toutes sortes d'approvisionnements. Donc, des entreprises qui contribuent à l'économie locale, à la création d'emplois de qualité et à la création de richesses. Et des fleurons au Québec, on en a de plus en plus et partout dans les régions. Donc, maintenant qu'on a fait le tour des statistiques, on a également fait le tour des régions. On va regarder maintenant l'angle plus des transitions. Donc, ça s'appelle l'ère des transitions, ce n'est pas pour rien. On va regarder nos fameuses 12 transitions. Ces 12 transitions-là sont les 12 transitions qu'on a identifiées qui sont en voie de transformer notre économie, de changer les paradigmes de notre société. Donc, certaines d'entre elles, vous le voyez à l'écran, sont de nature plus préoccupante, d'autres plus de nature habilitante. 12 transitions au total. Naturellement, celles qui sont préoccupantes, certains seront très pragmatiques de dire, bien, en fait, c'est sûr que sont préoccupantes, mais si tu t'en sers bien, tu les exploites bien, peuvent au contraire être des belles opportunités et vous auriez 100% raison de dire ça, mais reste que leur essence est plus de nature préoccupante. Et vous allez comprendre pourquoi quand on va en parler.
Donc, il y a 2 transitions qui ont fait leur entrée, la transition préventive, la transition communicationnelle, qui sont les nouvelles transitions qui sont plus importantes que jamais, qui ont fait leur entrée durant la COVID. Là. Donc, avant ça, ils n'étaient pas là, on en avait seulement 10. Le modus operandi, aujourd'hui, on va vous en présenter 5 plus en détail, en cohérence avec votre réalité régionale. Puis ensuite, on va en survoler de manière un petit peu moins détaillée. On va en survoler 7 pour vous montrer un peu l'étendue des 12. Donc, celles qu'on va moins couvrir aujourd'hui, donc on va seulement survoler, sont les suivantes. La autarcique, c'est qui est tout l'accès vital au marché d'exportation qui était déjà plus un acquis, qui s'est accentué avec la COVID-19. Tout le protectionnisme qui était une tendance lourde qui mettait à risque les revenus d'exportation des entreprises qui sont concentrées sur peu de marchés géographiques, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises au Québec. On va assister plus que jamais à un repli sur soi des États à travers le monde, plus tôt que tard. Donc, cette réalité-là du protectionnisme qui est en avènement et qui risque de ne pas se changer de sitôt, surtout avec les expériences qu'on a vécues durant la crise. La transition inclusive maintenant, toute la hausse significative du taux de chômage qui pourrait perdurer. Qui avait pu perdurer, on se le disait durant la crise, est-ce que ça va continuer? Maintenant, on en parle aujourd'hui. La pénurie de main-d'œuvre qui revient, le taux d'emploi qui revient à son plein potentiel. Donc, cette réalité-là, pour les travailleurs immigrants, d'être bien intégrés en région, donc toute l'inclusivité au niveau des travailleurs immigrants qui va être extrêmement importante. Ça a été commencé avant la COVID, ça a continué durant la crise sanitaire, cette difficulté-là au niveau des travailleurs immigrants, de bien les accueillir, bien les intégrer et s'assurer qu'ils restent en région. Ça va être un enjeu critique aussi au sortir de la crise. Et encore là, le futur reste à déterminer comment ça va évoluer au sortir de la crise, mais la transition inclusive qui demeure tout autant pertinente. Au niveau de la transition financière, une transformation des paradigmes financiers qu'on voit autant du côté de la fonction finance des entreprises qui est provoquée par différentes transitions technologiques qu'on va regarder plus en détail. Aujourd'hui, la transition expérientielle qu'on s'apprête à survoler, transition circulaire, transition générationnelle. Donc, toutes ces transitions-là exigent des ajustements immédiats, autant, comme je le disais, de la fonction finance des entreprises avec l'adaptation, la transformation plutôt de leur fonction finance, comment est-ce qu'on travaille avec une fonction finance qui est beaucoup plus stratégique qu'auparavant et qui est moins qui vit dans le passé. Donc, est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 1 an, mais plutôt de regarder du prospectif, d'être un outil à la base des décisions, à la prise de décision, pardon. Et à l'inverse, les institutions financières aussi qui doivent s'ajuster. Donc, on parle d'adaptation des produits financiers, personnalisation des services offerts, la gestion du risque 2.0, adaptation à des nouveaux modèles d'affaires qui sont uniques, l'importance des business cases dans cette réalité-là, la capacité à soutenir des vagues d'investissements qui s'en viennent et qui ont déjà commencé. Donc, toute cette réalité-là, c'est la transition financière qui la soutient. La transition matérielle maintenant, l'engouement pour des matériaux durables, des matériaux recyclés à forte valeur ajoutée, toute l'accélération en synergie avec la transition circulaire qu'on va couvrir aujourd'hui, entre autres parce qu'une de nos panélistes, en fait, Suzy Loubier de Soleno, qui est une entreprise circulaire. Donc, cette réalité-là, on va pouvoir en discuter, mais toute la transition matérielle, d'avoir des matériaux à forte valeur ajoutée, des matériaux avancés, c'est une tendance lourde. Exemple, l'allègement des matériaux via l'électrification des transports, qui va être un grand vecteur pour la transition matérielle, d'avoir des matériaux qui sont à plus forte valeur ajoutée, sans oublier des matériaux qui sont reliés à la crise sanitaire, comme des aluminiums antimicrobiens et d'autres. Donc, cette réalité-là, qui, encore une fois, est un game changer là, en bon québécois pour le secteur manufacturier. Au niveau de la transition régionale, maintenant, toute la pression financière sur les municipalités en sortie de crise, Investissement Québec qui est maintenant présent sur le terrain des 17 régions administratives. Donc, les gouvernements de proximité, autant les municipalités, les MRC que les organismes de développement économique vont devoir ajuster leur offre d'appui pour être complémentaires et que les forces en présence dans les régions soient en complément l'une de l'autre et en synergie pour aider les entreprises. Les 2 dernières, c'est l'expérientiel. Toute l'économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client, la nouvelle tendance vers la servicification des produits fait en sorte que le produit devient de moins en moins une finalité, mais plutôt devient un contributeur à l'expérience client. La COVID et toute la crise sanitaire ont forcé un grand nombre d'entreprises à se repositionner, changer agilement leur modèle d'affaires, rendre disponibles leurs produits en ligne, leurs services en ligne, à distance, ou les ont poussés vers une logique de servicification plutôt que d'offrir simplement un produit, d'offrir une expérience, d'offrir un service. Donc, cette réalité-là
qui est entre autres rendu possible par la transition technologique, va être encore une fois un grand changement pour l'industrie manufacturière, pour les entreprises principalement qui sauront s'y attaquer. La transition écosystémique maintenant, tout l'écosystème d'affaires québécois exceptionnel qui est prêt à propulser l'ère des transitions. Les entreprises vont devoir compter sur plusieurs fournisseurs et même partenaires stratégiques pour réussir leur transition technologique, leur transition numérique. Donc, heureusement, on sait qu'au Québec, on a un fort contingent de fournisseurs 4.0 qui est prêt à accompagner les entreprises. Le meilleur exemple, c'est justement Synchronex et tout le réseau des CCTT, des 59 CCTT qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui. Sur le premier exemple de ça, d'un contingent fort de fournisseurs pour accompagner les entreprises dans la transition technologique. On a d'autres entreprises ou d'organisations comme nos partenaires Investissement Québec CRIC, Norda Stello et bien d'autres autour de la table qui sont également prêts à aider à contribuer à la transition technologique, la transition numérique. Maintenant, je repasse la parole à Louis pour justement prendre cette fameuse transition technologique-là et peut-être nous rentrer un petit peu plus dans le détail. Oui, Antoine, si tu pouvais, s'il te plaît, actionner ma caméra. Merci beaucoup. Alors, effectivement, la transition technologique, celle dont tout le monde parle, peut-être, moi, des fois, je l'appelle la mère de toutes les transitions. Alors, la transition technologique, on appelle parfois numérique aussi, est très importante au Québec et on a vu en début, tout juste avant la pandémie, à quel point il y avait de l'attentisme au Québec. Les entreprises n'allaient pas de l'avant, attendaient de voir ce qui était pour se passer. Il y avait toutes sortes de freins qui avaient été identifiés, une perception de complexité, une méconnaissance des partenaires pour nous aider à réaliser la transition, ce qui n'est plus une excuse aujourd'hui. Marie Gagné de Synchronex est avec nous aujourd'hui avec tout le réseau de CCTT. Le gouvernement du Québec aussi qui est au rendez-vous avec IQ-CRIC et tout l'écosystème d'affaires, d'équipementiers, d'intégrateurs, d'experts, d'expertise disponible est là. Et la manque de main-d'œuvre était souvent citée aussi comme problématique. Je crois qu'on avait fait des grands pas tout juste avant la pandémie de façon à procurer une main-d'œuvre, notamment avec les travailleurs issus de l'immigration. Et donc, il y avait toutes sortes de freins dans la tête des entreprises pour ne pas bouger. Mais nous croyons que, notamment, suite à la pandémie, la volonté corporative est maintenant au rendez-vous de réaliser des investissements privés qui s'imposent actuellement en rapport avec le retard technologique des entreprises, en autant que des mécanismes financiers sont appropriés, soient disponibles. Je pense que M. Girard l'a confirmé encore hier dans le budget et on le voit au quotidien, les investissements qui s'enfilent l'un après l'autre dans les entreprises pour les aider dans leur quête d'innovation. Alors, je pense que cette condition financière est au rendez-vous. Maintenant, certaines raisons pour lesquelles on est optimiste par rapport à ça. Vous savez que 2019, on a vu les statistiques sortir il y a quelques mois, a été une grande année pour les investissements en immobilisation, les investissements privés dans le secteur manufacturier, ce qui n'avait pas été le cas. On avait eu la stagnation pendant les 4-5 années précédentes à 2019 et on a vu qu'on a eu 1 milliard d'investissements privés additionnels et on a vu tout de suite la corrélation avec le taux de productivité dans le secteur manufacturier dont Antoine nous parlait tout à l'heure, de 57 $ de l'heure et premier parmi d'autres secteurs. Les autres secteurs économiques du Québec, c'était du jamais vu depuis très longtemps. Alors, on voit l'aspect action-réaction, investissement en technologie et en numérique immédiatement procure davantage de dollars par heure travaillée pour nos employés. Et ça fait des entreprises plus productives et plus compétitives. Donc, la première raison, c'est qu'on avait un air d'aller et on ne croit pas que la COVID aura stoppé les ardeurs des entreprises. Et après avoir vu, ma foi, le secteur des services être littéralement rescapé, sauvé par le commerce électronique, entre autres, et les applications numériques, bien, je pense que ça fait réfléchir beaucoup d'entreprises à quel point ce virage-là est nécessaire. Aussi, compte tenu qu'on cherche à acheter local, on a vu cette tendance vers de raccourcir nos chaînes d'approvisionnement où il y a eu des ruptures et on a eu des sérieux problèmes, notamment en début de crise.
Mais là, on voit que les entreprises vont être obligées, à quelque part, de compenser pour des coûts légèrement supérieurs pour leurs approvisionnements, pour dérisquer ces approvisionnements-là et faire le bon geste de l'achat local. Bien, il va falloir sauver ailleurs, donc il va falloir travailler sur la productivité et le virage technologique numérique assure une hausse de la productivité. Les entreprises en auront bien, bien besoin. Et aussi, par rapport à la complexité dans ce monde de plus en plus complexe où on doit prendre des décisions très, très rapidement, le numérique en usine permet de s'ajuster à des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de transport, tout ce qui fait qu'on ne serait pas en mesure de livrer un produit au moment voulu. Le numérique est incomparable à nous aider à prendre des bonnes décisions qui vont faire en sorte qu'on va toujours livrer le produit au bon moment. Et la dernière raison, c'est que le gouvernement sera au rendez-vous. Maintenant, le principal frein, je crois qu'on va devoir mettre une attention particulière sur l'aide aux entreprises pour prendre acte et de comprendre l'équation financière de ces investissements-là. C'est difficile d'évaluer les coûts, c'est difficile d'évaluer le retour sur l'investissement, c'est difficile d'éviter le délai de recouvrement. Les entreprises ont été gâtées, ont été habituées à du 12 à 18 mois de retour sur l'investissement. On va devoir, avec le numérique, parler dans les 3 à 5 ans. Il faut faire une gestion de changement dans l'entreprise. Il faut former, requalifier les employés. Des solutions qui sont plus complexes. Mais tout ça peut être fait avec beaucoup d'aide disponible et des moyens financiers disponibles également. Donc, et il faut le faire. C'est la seule façon de pouvoir assurer l'avenir de nos entreprises sur le moyen long terme. Merci, Louis. Et puis, parlons de la prochaine transition maintenant, la transition circulaire. Donc, la transition circulaire, c'est la deuxième qu'on va couvrir aujourd'hui. Comme je le disais un petit peu plus tôt, on a Soleno, qui est une entreprise qui provient de cette transition-là, ou de l'économie circulaire. Donc, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. En fait, la première chose à savoir sur l'économie ou la transition circulaire, c'est que c'est la réponse économique au changement climatique qui va venir de ce modèle-là. C'est de rallier deux choses qu'on pensait être toujours à l'opposé. D'un côté, l'aspect environnemental, de l'autre côté, l'aspect économique. On a toujours vu ça comme étant des opposés. Aujourd'hui, on le réalise, c'est possible de rallier les deux et c'est via le modèle circulaire que ça peut se faire. Le positionnement différencié que ça permet pour des entreprises de justement pouvoir se distinguer de la concurrence dans des marchés qui sont extrêmement compétitifs et de plus en plus recherchés par une clientèle qui est en croissance, entre autres dans un monde où on sait les ressources s'amenuisent, les rebuts de l'un deviennent la matière première de l'autre. Donc, cette réalité-là qui est de plus en plus recherchée, de plus en plus intéressante, notamment pour les nouvelles générations. Le modèle circulaire, en termes simples, c'est pas compliqué. C'est l'idée du modèle linéaire qui est de prendre, fabriquer, utiliser, disposer. On prend quelque chose, une matière, on fabrique avec, on l'utilise ensuite comme un produit, puis on en dispose quand c'est terminé, puis on revient au début de la boucle, de la chaîne plutôt. Et le modèle circulaire, comme on disait, c'est un peu l'inverse de ça. C'est l'idée qu'on prend, on fabrique, on utilise, puis ensuite on fait une loupe qui revient vers le prendre et finalement on réutilise les rebuts pour reconstruire avec. Donc, on limite le plus possible l'étape disposée, donc de jeter le produit. C'est aussi simple que ça dans des termes simples, mais ce n'est pas compliqué. La transition circulaire, elle est, inévitable et deux, extrêmement stratégique. Donc, elle n'est pas seulement environnementale, même si les bénéfices sont non négligeables de ce côté-là. Autant pour le Québec, ça permet de favoriser l'innovation, ça permet d'accroître le PIB, de créer de la richesse économique, ça favorise les économies locales, qui est très important, surtout de nos jours, et ça assure le développement durable également. Pour les entreprises, c'est une source importante de différenciation. C'est un positionnement différencié, stratégique très important. C'est une source de croissance en atteignant des nouveaux marchés, en ayant des nouveaux produits. C'est une source de rentabilité. Si on utilise nos propres rebuts pour fabriquer nos nouveaux produits, c'est certain que nos intrants sont beaucoup moins dispendieux que si on avait acheté des nouvelles matières. Si on est capable de bâtir un bon modèle d'affaires justement autour de ça, parce que la rentabilité n'est pas garantie. La rentabilité, elle est possible, mais elle n'est pas garantie. Il faut bien faire ses choix dans le modèle circulaire pour être capable de bien le rentabiliser, justement avec un modèle d'affaires
qui est unique, qui est compétitif et qui est justement viable économiquement. Donc, il y a des bons choix à faire là-dessus. C'est certain que dans un contexte de modèle circulaire, la tendance qui est marquée actuellement vers l'achat local, l'achat régional et l'objectif d'utiliser de manière la plus efficiente possible nos ressources pour éviter des pénuries d'approvisionnement vont être deux facteurs qui vont être des principaux facteurs d'adoption du modèle circulaire. Il y en demeure pour moi qu'il y a autre chose qui va contribuer à donner de l'attraction au modèle circulaire. Premièrement, on disait justement l'intérêt de l'achat local pour relancer l'économie, la recherche aussi des matériaux, la recherche d'autonomie, dans nos matériaux nécessaires pour la fabrication de nos produits. En voulant être autonome, c'est certain qu'on va vouloir trouver des nouvelles manières innovatrices, créatives, d'entrer dans notre chaîne de valeur des nouveaux matériaux pour travailler. Et la troisième chose, c'est justement d'avoir des matériaux qui sont plus durables, pour lesquels l'approvisionnement est plus certain, pour diminuer les risques associés à des ruptures de stock dans des perturbations qui pourraient survenir. L'économie circulaire, qui est aussi la logique de développement durable, c'est certain, on ne peut pas se le cacher. Oui, il y a une notion environnementale là-dedans, on l'a dit dès le début. Reste que cette sensibilité-là, un monde plus vert et durable, elle a été présente avant la crise sanitaire, elle était même à l'avant-première dans les médias. Est-ce que ça va rester aussi fort après la crise sanitaire? Ça reste à voir. D'une part, c'est certain que les travailleurs qui vont avoir été confinés au fil du temps ou qui vont avoir perdu leur emploi temporairement vont développer certains réflexes de frugalité en devant diminuer leur consommation, leur déplacement et tout ça. Par contre, est-ce qu'on va être prêt à payer plus cher pour des produits locaux, ce qui est souvent le cas? Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent une tendance. Est-ce qu'on va accepter de changer nos habitudes de vie? C'est certain que ça reste à démontrer. Mais dans tous les cas, un rôle d'exemplarité des gouvernements en ouvrant les marchés publics aux entreprises circulaires, c'est la clé. On a vu une volonté politique déclarée dans les dernières années, multiples dernières années, mais reste que les habitudes d'achat des principaux donneurs d'ordre ne suivaient pas toujours la parole. Donc, c'est certain que cette prime à l'adoption du modèle circulaire va devoir se propager pour faire en sorte que le modèle circulaire se propage à l'économie à son tour. Est-ce qu'il y a une recette magique maintenant au circulaire? Est-ce qu'il y a une façon de faire, puis c'est facile, on suit un processus, puis les 7 étapes garanties qu'on arrive à un modèle circulaire rentable? Malheureusement, non. Le one size fits all, ça n'existe pas dans le modèle circulaire. Chaque entreprise doit l'adapter. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que peu importe la taille, peu importe la nature de notre entreprise, il y a une façon dont on peut développer ce modèle-là pour nous, peu importe notre nature, ce qui le rend accessible à tous. On comprenne simplement très rapidement 2-3 exemples. Exemple, un Michelin qui fait de la location de pneus et pourrait éventuellement réutiliser les composantes suite au changement de pneus pour fabriquer des nouveaux pneus. Donc, il utilise le pneu en location plutôt qu'en vente, qui a un modèle pour faire ça, et ensuite, il le réutilise comme une composante, comme un intrant à la fabrication. Loop, qui est en contexte de symbiose industrielle avec Courchaine-Larose, donc les fruits et légumes. Ils prennent les fruits et légumes qui sont rejetés pour toutes sortes de raisons, qui ne peuvent pas être vendus en épicerie ou autre, et les réutilisent parce qu'ils sont toujours bons dans leur fabrication de jus, de bière. Donc, pour eux, c'est une différenciation stratégique. Ils se sont positionnés comme ça dans un monde comme les bières, qui est extrêmement concurrentiel, des microbrasseries qui en a des 10 000 par région. Eux, ils ont trouvé une façon de se différencier dans un monde qui est extrêmement difficile à avoir de la visibilité. Un autre exemple de ça, naturellement, c'est Soleno, qui utilise certains plastiques pour fabriquer donc des tuyaux en PEHD. Donc ça, naturellement, Suzy pourra nous entretenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, Soleno, qui est une autre entreprise, encore une fois, de la région, qui est un excellent exemple au niveau du modèle circulaire. Pour conclure, quoi faire maintenant? C'est une grande question. Hein? On répond à ça avec toutes nos transitions. Bien, la première étape, c'est de prendre compte de l'opportunité du circulaire dans sa planification stratégique. Si on prend part à cette réflexion-là le plus tôt possible dans notre réflexion, puis d'un point de vue le plus stratégique possible, donc dans notre plan, bien, c'est certain qu'après, on est capable d'aligner notre modèle d'affaires puis de découler les opportunités qui vont sortir de ça. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce que ça peut s'appliquer à notre entreprise et si oui, de quelle manière? Quels sont les fournisseurs et les partenaires dans la région qui peuvent contribuer à ça? Ça peut devenir être des fournisseurs d'un produit qui disposaient d'un certain produit qui peut devenir un intrant dans notre produit à nous, dans notre processus de fabrication. Et autres partenaires qui peuvent contribuer à cette réalité-là, cette transformation-là. Évaluer les différents modèles circulaires. On a parlé de certains au niveau du recyclage, comme Soleno. On a parlé de symbiose industrielle comme Loop, puis il y en a d'autres. Donc, comment est-ce qu'on peut
prendre un modèle circulaire puis l'adapter à notre réalité à nous. La troisième étape, c'est de faire un plan d'affaires puis développer un business case autour de ce nouveau modèle-là pour être capable de bâtir un plan de match pour son intégration. La quatrième étape, c'est d'identifier les partenaires stratégiques de l'entreprise, fort des partenaires qu'on avait déjà identifiés, de fournisseurs, des partenaires régionaux. Mais c'est qui les bons partenaires stratégiques qui vont être en mesure de nous aider à faire cette transformation-là? Ce n'est pas juste des fournisseurs de tous les jours, ça peut être des partenaires qui vont nous aider dans la transition vers ce nouveau modèle-là, des partenaires pour adapter notre chaîne de production, des partenaires pour adapter notre réseau de fournisseurs, des partenaires pour nous aider à développer un bon message autour de ça. Exemple, un national qui peut peut-être nous aider à définir un message, une stratégie autour de ça pour nos communications externes. Et vous aurez la chance justement d'avoir Sébastien Boudreau donc, dans notre discussion du panel de tantôt. Mais sans plus tarder, je relance la balle à Louis pour la transition générationnelle. Merci, Antoine. La transition générationnelle, c'est la transition inachevée, si je peux m'exprimer ainsi. Si tu peux tourner la diapositive, Antoine, merci. Donc, on voit que c'est une transition qui est avec nous. On en parle depuis à peu près 15 ans au Québec. Alors, on voit que l'âge moyen des propriétaires d'entreprises manufacturières, notamment, augmente. C'est la seule justice. Alors, dans le contingent des 50 ans et plus, on voit qu'il y en avait, on est rendu à 60, on est passé de 58 à 67 en 10 ans. Et l'intention de transfert, malgré cela, demeure toujours assez faible. Il était de 25 il est maintenant seulement de 29 Et ce qui amène une stagnation pour les repreneurs, puisque les entreprises manufacturières, c'est intéressant par rapport à faire un démarrage d'une entreprise qui est beaucoup plus difficile pour des jeunes entrepreneurs de prendre une entreprise qui a déjà un air d'aller. La proportion de repreneurs est toujours la même à 24 puisqu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour eux. Donc, cette inaction-là, elle nous met à risque puisque on parle de survie d'entreprise en péril. Lorsque vous avez un horizon court devant vous, ben, vous ne chercherez pas à casser la baraque. Les investissements dont on parle pour réaliser une transition technologique de l'entreprise, ben, ça paraît peut-être comme hasardeux et tout ça pour quelqu'un qui voit son horizon toujours très court. On a des opportunités manquées de croissance par acquisition aussi. Et les investissements privés ne sont pas au rendez-vous, etc. Et on peut perdre des fleurons aussi. Donc, encore une fois, cette transition-là finit par nous rattraper et on s'approche. On nous parlait d'un précipice il y a 15 ans. Je peux vous faire une promesse. Le précipice, il peut juste être plus proche de nous qu'il l'était à cette époque-là. Maintenant, par rapport à COVID-19, la grande question qu'on se pose, c'est quelle sera l'attitude du propriétaire cédant en fin de carrière en sortie de crise de COVID-19? On voit que le secteur manufacturier ressort quand même assez bien de la crise, notamment grâce aux mesures gouvernementales qui ont été très généreuses. Et les entreprises ne sont pas si amochées qu'on nous l'annonçait au début de la pandémie, ce qui aurait pu amener peut-être des propriétaires à vouloir vendre l'entreprise, à vouloir la vendre ou la léguer dans une famille ou à des employés ou de différentes façons. Donc là-dessus, pas sûr que la pandémie aura vraiment contribué peut-être à accélérer. Une chose est sûre, il va falloir que cette transition-là se fasse. On ne peut pas obliger personne à vendre son entreprise, moi le premier. Souvent, on s'accomplit dans une entreprise, on y trouve son compte. Reste que si on veut faire en sorte que des entreprises vont continuer à se valoriser et continuer à faire les investissements technologiques qui sont nécessaires, bien, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Donc, quoi faire? C'est certain, pour des propriétaires, c'est de travailler sur un plan de relève assez tôt dans le processus, pas nécessairement trop attendre. C'est intéressant de le faire bien avant le temps venu, le plan de relève. Le financement, il y a beaucoup de mécanismes financiers au Québec qui sont disponibles. C'était peut-être pas le cas à une autre époque, mais maintenant, c'est sûrement le cas. Et de travailler sur un plan de transition du propriétaire comme personne aussi, parce que souvent, on ne veut pas arrêter complètement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jouer au golf non plus à l'année. Alors, souvent, on a un intérêt dans l'entreprise il est peut-être technologique, technique. Peut-être qu'on est bien dans l'usine, peut-être qu'on est bien plutôt dans le développement des affaires ou dans autre chose. Alors, de rester impliqué, c'est intéressant, mais il faut donner
le volant à quelqu'un pour au jour le jour, éventuellement, parce que ça va arriver de toute façon. Si on aime notre entreprise et qu'on veut la protéger et on veut qu'elle perdure, qu'elle continue, c'est la seule façon de faire. Maintenant, les deux dernières transitions qui sont les deux en lien l'une avec l'autre, mais également qui sont en lien avec notre panel d'aujourd'hui, c'est les transitions préventives et ensuite communicationnelles. Donc, pour commencer par la préventive, c'est pas compliqué. Les organismes et les entreprises qui vont devoir être constamment dans un état de préparation adéquat pour faire face à toutes sortes de perturbations qui pourraient survenir dans le temps, des crises économiques, des guerres commerciales, des pandémies, des catastrophes naturelles, tout autre événement qui serait dommageable, qui aurait un indice élevé de dangerosité pour l'entreprise ou de criticité qui pourrait mettre à risque l'organisation en la rendant plus vulnérable ou même inopérante à court ou même à long terme, comme on l'a vécu. Donc, toutes ces réalités-là vont faire en sorte que les entreprises vont devoir être constamment prêtes et avoir les bons processus pour s'adapter et réagir rapidement, donc comme on l'a vécu dans les derniers temps. Bien, les trois notions, naturellement, dans le quoi faire pour cette réalité-là, comment s'adapter à ça, bien, il y en a trois principalement. La première, c'est la mise en place d'un processus de gestion de risque qui est mis à jour régulièrement. Donc, l'idée d'avoir toujours une belle vue sur les risques les plus majeurs, les risques qu'on connaît puis qu'on sait qu'ils vont survenir, d'autres risques qui pourraient survenir, qu'est-ce qu'on fait s'ils apparaissaient. Donc, ces risques-là, puis le processus de gestion de risque, comment on les mitigue, c'est quoi notre plan de contingence s'ils surviennent, toute cette réalité-là va être très importante et d'être mis à jour régulièrement, sans compter toute l'alignement avec les prévisions financières. Donc, de considérer dans nos prévisions financières les risques qui vont avoir été identifiés dans notre processus de gestion de risque. La deuxième meilleure pratique à suivre dans notre quoi faire, c'est la mise en place d'une vigie ou d'une veille des tendances potentiellement perturbatrices. C'est sûr que dans notre processus de gestion de risque, on doit comprendre ce qui s'en vient dans notre marché et ce n'est pas juste de comprendre qu'est-ce qui s'en vient d'un point de vue crise sanitaire. Ça peut être des risques et dans cette vigie-là, des tendances perturbatrices, ça peut être des risques qui sont environnementaux, ça peut être des risques sanitaires, oui, ça peut être des risques d'un point de vue économique. Ça peut être des risques au niveau de la concurrence, des nouveaux entrants complètement perturbateurs, comme certaines industries comme le taxi ou les hôtels l'ont vu, des entreprises qui rentrent et qui viennent perturber le marché. Ça peut être des risques de toutes sortes. Donc, cette réalité-là de veille des tendances potentiellement perturbatrices va être essentielle à une gestion de risque qui est saine, qui était la meilleure pratique numéro 1. Et la numéro 3, le développement de scénarios et de processus de réaction à des événements potentiels. Donc, à partir du moment qu'on a une bonne veille et qu'on a un processus de gestion de risque, il faut déterminer qu'est-ce qu'on fait lorsque quelque chose arrive. Un petit peu à l'image du système militaire DEFCON, où on a un niveau d'alerte qui correspond à une réaction connue d'avance par tout le monde. Donc, si on a un cas de telle nature dans notre gestion de risque, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quelles actions prennent l'entreprise. Donc, cette réalité-là va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus réactif et qu'on va être plus rarement que moins en situation de déséquilibre où on ne sait pas ce qui se passe, où on ne sait pas comment réagir. Ce déséquilibre-là est extrêmement coûteux pour les entreprises. Donc, les entreprises qui vont être en mesure de mieux se préparer à des événements potentiels vont être en meilleure posture durant les perturbations. Puis, naturellement, soutenant tout ça, il y a 3 autres meilleures pratiques qui sont évidentes, mais justement, que vous allez comprendre l'idée. La première, c'est de développer des modèles d'affaires qui sont uniques, difficilement imitables ou qui sont même crisis ready. Donc, ça, c'est sûr que c'est le quoi faire immédiat, mais dans une vue plus stratégique, d'avoir un modèle d'affaires qui est plus différencié, qui est assez unique, puis qui est même capable de survivre, disons, pendant des perturbations. Bien, c'est certain que ça ne nuit pas. Quand on parle de transition technologique, donc la manière dont on fabrique peut aider à survivre à certaines perturbations en ayant plus d'opérations automatisées et d'autres notions comme ça. Donc, d'avoir ces modèles d'affaires-là permet d'être plus crisis ready. La deuxième, en lien avec ça, c'est la stratégie de communication. Puis on va en parler dans justement une seconde et c'est l'objectif du panel. Et la troisième, c'est des stratégies de main-d'œuvre adaptées aux nouvelles réalités. Donc, en ayant une main-d'œuvre qui est adaptée, qui est plus réactive, qui a des préconceptions qui sont plus solides au niveau de la culture, de la gestion des pratiques RH, va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure capacité à survivre à des perturbations. Et maintenant, sans plus tarder, la communicationnelle,
Pour bien mettre la place au panel, la première chose à savoir, c'est que c'est un peu la sortie du placard des entreprises manufacturières. Les entreprises manufacturières, souvent, sont peu portées vers l'augmentation de leur notoriété, la promotion de leur image de marque, entre autres celles qui sont dans une logique de B2B. Et on le sait, nos entreprises québécoises B2B sont très humbles, ils ne veulent pas trop se mettre dans le marché, ils ne veulent pas paraître comme si c'est eux qui se mettent de l'avant, mais ce n'est pas négatif de le faire. Chose certaine, on voit cette tendance-là à vouloir rester un petit peu plus dans son cercle immédiat. Donc, on est, exemple, dans un marché de niche, puis on prétend connaître nos clients, nos fournisseurs, puis on se limite à ça. C'est sûr que c'est moins le cas pour les entreprises qui sont plus en B2C où c'est une obligation d'avoir une certaine image de marque. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a l'air des partenariats stratégiques en lien avec la transition technologique qui a été couverte un petit peu précédemment par Louis. C'est clair que les entreprises vont devoir nouer des alliances, développer des partenariats stratégiques, plus d'une dizaine de partenariats stratégiques pour vraiment pouvoir profiter des transitions comme la transition technologique. Mais ça va être important justement de garder des bonnes relations avec les acteurs clés de l'écosystème pour avoir des bons partenariats. Les gouvernements, les fournisseurs stratégiques, le grand public et d'autres. Donc, ça va être important de faire ça, mais pour faire ça, il faut améliorer nos communications externes. Donc, on va discuter de ça justement dans le panel. La transition fait également référence à la marque employeur. Donc, quand on parle d'une transition qui est interne et externe, les communications internes et externes en lien avec la marque employeur vont être non négligeables pour les entreprises. Entre autres, maintenant que la pénurie de main-d'œuvre ou la rareté de main-d'œuvre est de retour plus que jamais, elle n'est jamais vraiment quittée, mais reste que ça a été un petit peu différent pendant quelques temps. Là, elle est de retour plus forte que jamais. La transition communicationnelle qui est également semblable, comme on le disait un petit peu plus tôt, à cette genre de sortie du placard-là pour des entreprises qui sont matures, qui sont rentables, mais qui sont très peu connues à l'extérieur de leur cercle immédiat. Ils se tiennent souvent à l'écart, les entreprises manufacturières, des médias sociaux, parce que c'est quelque chose qu'on voit plutôt comme une menace. Toutes les communications sont perçues plus comme une menace qu'une opportunité. Cette réalité-là a dû changer et va devoir continuer de changer. On a vu que la transparence était plus importante que jamais, l'importance de générer une confiance autant envers les employés qu'envers les clients, qu'envers toute notre série de fournisseurs et de partenaires stratégiques, gouvernementaux et autres. Donc, cette réalité-là, au sortir de la crise, va être essentielle pour parvenir avec un certain succès. Les communications internes qui étaient aussi décriées avant la crise, qui étaient hautement problématiques dans les sondages employés, les entreprises qui ont dû apprendre à la dure pendant la crise comment communiquer. Excusez-moi, j'ai juste fermé la caméra de Sébastien qui se reconnectait avec nous. Donc, les entreprises qui ont dû apprendre à la dure pendant la crise comment communiquer fréquemment avec transparence, franchise, empathie à leurs employés, incluant ceux qui ont été mis à pied, mais les autres, cette réalité-là de communication interne va devoir demeurer pour mobiliser les effectifs et retenir les meilleurs éléments. Maintenant, dans un contexte de quoi faire, c'est certain rapidement, parce que justement, c'est l'objectif de notre discussion d'aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que 4 étapes. Dans un premier temps, avoir un bon plan de communication. Il faut être connu, il faut être compris, il faut être reconnu, avec l'aide possiblement d'un fournisseur qualifié, comme justement un national. La deuxième chose, quand on a un plan de communication, c'est de décliner nos messages prioritaires. Il faut savoir le contenu, la substance de nos messages et ensuite déterminer les canaux par lesquels on va les passer. Donc, décliner les moyens, les canaux de communication qui sont appropriés pour certains de nos messages. Et finalement, d'exploiter pleinement les médias sociaux. Il faut voir, bottom line de tout ça, il faut voir les opportunités, il faut voir les communications comme une opportunité et non comme une menace. Donc, je laisserai maintenant Louis nous faire la conclusion. Merci Antoine. En conclusion, une chose nous apparaît claire, c'est que le manufacturier est la carte maîtresse de la reprise de l'économie. Seul un secteur de la fabrication fort et résilient va permettre d'atteindre la souveraineté manufacturière dans les secteurs névralgiques, permettant ainsi de préserver la sécurité nationale, de maintenir des emplois de qualité bien rémunérés, de créer de la valeur avec nos exportateurs, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et aussi de l'expérience client, et oui, d'apporter une contribution significative aux finances publiques. Nous croyons qu'une prise en compte des transitions évoquées aujourd'hui va permettre aux entreprises du secteur de jouer pleinement leur rôle économique et d'augmenter leurs chances de succès pour une sortie de crise réussie. Merci beaucoup de votre écoute.
Bien, merci Louis pour la belle conclusion. Bien, c'est ce qui termine justement cette partie-là de la conférence. Maintenant, on va tomber en mode panel. Donc, sans plus tarder, je vais inviter mes co-panélistes à se joindre à moi. Donc, on a un panel qui va nous faire état de la transition. Donc, on le disait communicationnelle. Je ne sais pas si Sébastien a peut-être des problèmes justement avec sa technologie. On parle de transition technologique, hein? C'est ça, malheureusement, la technologie parfois nous fait défaut sur certains enjeux comme des événements comme aujourd'hui. Donc, on va voir. Tu dois me donner accès, Antoine. Ah, voilà, super. Je voyais Connecting to Audio. Bon, c'est fait. Voilà, super. Voilà. Voilà, super. Excuse-moi, je l'avais fait tantôt, mais je pense que ça n'avait pas fonctionné. Donc, on est tous là. Excellent. Bien, en fait, justement, entrevue inédite avec, je commence d'un côté par Suzy Loubier, donc vice-présidente, chef de la stratégie chez Soleno. Soleno qui conçoit, fabrique et distribue des produits de haute qualité, principalement en PEHD, comme je le disais un petit peu plus tôt durant la conférence, dans la transition circulaire, servant au contrôle la maîtrise de l'eau pluviale. Éco-leader industriel, le modèle d'affaires de Soleno est basé sur principalement l'économie circulaire, comme je l'expliquais tantôt. L'entreprise qui compte plus de 500 employés répartis dans 7 usines au Québec, Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et également, donc merci d'être avec nous, Suzy. Merci de l'invitation. Et également Sébastien Boudreau, directeur chez le cabinet de relations publiques national, qui vient en aide aux fabricants d'ici afin de les aider à raconter leurs histoires et mieux communiquer avec leur public cible. Ces histoires permettent de mettre en valeur la créativité, l'innovation et le rôle central qu'occupent les manufacturiers de chez nous. Le rôle de National, c'est de vous mettre en relation avec les personnes qui comptent le plus avec le bon message au bon endroit, au bon moment. Donc, la preuve qu'ils sont bons dans le messaging, c'est tellement bien écrit cette phrase-là. Merci Sébastien également d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, je commencerai peut-être justement avec Sébastien. Question de briser la glace, Sébastien. On a la perception, comme je le disais un petit peu plus tôt, que les médias ne font que relater les mauvaises nouvelles. Disons, il faut mieux les éviter que s'y retrouver. Hein. Souvent, c'est la culture, c'est qu'on se dit, si les médias sont pour parler en mal de moi, je vais tout simplement tout éviter. Puis comme ça, je suis sûr de ne pas me mettre dans le trouble. Mais à l'inverse, des fois, on a la perception que certaines entreprises ont complètement l'inverse, la perception de dire parlez-en bien, parlez-en mal, mais tant que vous parlez de nous, toute visibilité est bonne puis on est heureux. Donc, on a un peu les deux extrêmes du spectre. Dans la vague de la dernière année, est-ce que vous avez vu chez National ou toi personnellement, est-ce que vous avez vu un changement au sein des entreprises manufacturières, justement au chapitre des communications externes? Oui, mais aussi à l'interne en lien avec ça. Oui, bien. Oui, il y a un changement, puis ce qu'on veut, c'est se tenir un peu au milieu, là, ce que tu parlais de parlez-en bien, parlez-en mal. On veut être dans la moyenne des ours, comme on dit. Mais je commencerai avec les communications internes. La pandémie, ça a été un véritable catalyseur de changement. Là, on parle avec la notion que le premier public de l'entreprise, c'est à l'interne. Le premier objectif, c'était, avant la pandémie, puis c'est encore de rassurer les employés parce que c'est primordial pour les dirigeants d'entreprise de montrer leur leadership. Il faut se rappeler qu'au départ de la crise, là, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de communications contradictoires de la part des autorités. Il y avait toutes sortes de rumeurs, c'est ouvert, c'est fermé, des mises à pied, des réembauches, des mesures de sécurité si on est ouvert. Après ça, il y avait tous les programmes gouvernementaux, les subventions salariales. C'est beaucoup, beaucoup d'informations à communiquer rapidement puis efficacement pour, dans le fond, s'assurer de maintenir les opérations puis surtout de maintenir l'engagement de notre main-d'œuvre. Ceux qui ont eu du succès, ils étaient préparés puis ils livraient des messages qui étaient, comme tu as mentionné tantôt dans la transition communicationnelle, des messages transparents, surtout empathiques. On peut témoigner là, de changements vers des communications qui étaient plus claires, mais surtout qui passent à travers les bons canaux. Donc, c'est important de ceux qui ont pu mieux utiliser leurs médias sociaux, comme tu parlais, ça a vraiment amené un changement positif parce que le babillard de la cafétéria, il n'est pas si utile que ça lorsque la cafétéria est fermée ou que les employés sont à la maison. Si à l'interne, là, c'était un catalyseur de changement, mais à l'externe, c'était carrément un wake-up call, comme tu disais tantôt en bon québécois. L'incertitude, là, et puis la peur, ça a généré
excuse-moi, la crise, ça générait de la peur, de l'incertitude, puis ça, c'était des grandes sources de perturbation pour toute l'organisation. On a pensé aux employés d'abord, mais il y a aussi les partenaires d'affaires, que ce soit les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Donc, il y a certaines entreprises qui ont vraiment appris à la dure que plus que jamais, il faut maintenir un dialogue avec tous les publics cibles, les parties prenantes dont tu parlais tout à l'heure. Quand il arrive le temps de communiquer avec les clients pour leur dire de ne pas s'inquiéter, que tout va être livré à temps, à la banque, où on est peut-être en défaut de paiement, faute de revenus, aux fournisseurs, on court après, il y a une pièce qui nous manque, puis on ne sait pas quand on va recevoir cette pièce manquante-là. Donc, c'est de maintenir cette communication parce que cette crise-là, ça a été une perturbation majeure, la chaîne d'approvisionnement, puis ce qu'on veut, c'est générer, maintenir de la confiance, et puis ça, c'est une job de communication. Merci beaucoup, Sébastien. J'entends dans ça transparence, empathie, préparation, donc toujours dans les mots-clés de ce que j'entends, de ce que tu viens de dire. Et également la notion de 360 degrés. Il faut penser à tous nos partenaires, pas juste nos employés, pas juste nos clients. Il faut penser à tous nos partenaires, toutes nos parties prenantes dans la réflexion. Tout à fait. Suzy, maintenant, peut-être une question à deux volets d'un coup. Là, on fait un double whammy comme ça ici. Là. Vous avez réalisé que vous avez réalisé avec succès, la transition communicationnelle. On vous a vu sur les médias traditionnels, les médias sociaux. On a vu des communications exceptionnelles de calibre, de classe mondiale là, dans votre cas, autant à l'interne avec vos employés qu'à l'externe. Donc, encore une fois, dans l'idée du 360 degrés. Parlez-nous un petit peu de votre expérience, voire même de votre recette secrète, s'il y en a une, votre recette, votre succès. Puis également, dans un autre angle, justement, c'est quoi les obstacles ou les facteurs clés de succès que vous avez vus quand vous avez expérimenté ça? Parle-nous un petit peu de ton expérience puis des obstacles ou des facteurs clés de succès en même temps. Alors, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de recette secrète. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Dans le fond, c'est bien entendu, on a dû s'adapter à une situation comme entreprise. Je dirais la recette secrète pour notre part, en temps de pandémie, c'est que dès le départ, on a mis en place un comité de vigilance pour pouvoir évaluer le niveau de risque. On a mis également un comité finance pour voir à nos finances comme entreprise. Et aussi un comité pour la reprise. Déjà, même au départ, on avait déjà commencé à penser la reprise. Mais essentiellement, je vous dirais, là, c'était notre objectif premier, c'était d'être là pour nos employés. Vraiment, là, parce que tout le monde, bien entendu, était nerveux, il y avait l'incertitude. Alors, maintenir un lien privilégié avec nos employés, que ce soit via une page web là, fermée, via des courriels, des appels téléphoniques. On demandait à nos dirigeants, à nos gestionnaires de communiquer, de maintenir le lien avec nos employés parce qu'on savait que c'était difficile. Et aussi, la portion clients et fournisseurs, la même chose. Dans le fond, d'avoir une stratégie de communication pour maintenir le lien avec nos employés, puis pas nos employés, pardon, mais nos clients, nos fournisseurs. C'est ça pour pouvoir passer, là, je vous dirais, à travers cette pandémie-là. Les plus gros obstacles, bien entendu, c'est de trouver des moyens dans le fond, de communiquer. Exemple, nos employés, on a des employés de bureau, tout le monde a un courriel. Les employés d'usine, oui, ont un courriel, mais ce n'est pas de l'information qu'on a, nous. Alors, c'est vraiment ça, tenter de les rejoindre, de mettre en place aussi un canal avec, bien entendu, notre département de ressources humaines pour qu'on puisse y avoir des échanges, qu'on puisse prendre leurs appels aussi, les référer si on a des besoins quelconques. Alors, je vous dirais, là, la stratégie là, au départ était vraiment là, à ces deux niveaux. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzy. Maintenant, vers Sébastien, cette fois-ci, je retournerai vers la notion de c'est quoi les meilleures pratiques? Donc, on a entendu Suzy, qui nous a expliqué c'est quoi l'expérience de Soleno, mais qui nous a aussi dit dans le même souffle
qu'il n'y avait pas de recette secrète. Donc, de ton côté, je suis persuadé que tu as la même réponse, qu'il n'y a pas la recette secrète, mais il y a quand même des meilleures pratiques que tu recommanderais certainement à des entreprises ou des organisations qui n'ont pas encore tout à fait complété ou qui n'ont même pas commencé, disons, cette transition-là communicationnelle. Par où on s'y prend? Puis à l'inverse, ceux qui ont du succès, pas à l'inverse, mais justement, en plus de ça, ceux qui ont du succès, c'est quoi les bénéfices qu'ils vont en retirer lorsqu'ils vont l'avoir complété? Ensuite, ils vont tous mettre en place les meilleures pratiques. Puis après ça, quel bénéfice ils vont retirer de ça? Oui, merci Antoine. Puis c'est ça, dans le fond, Suzy, ce qu'elle nous racontait, c'est un peu, il y avait beaucoup des bonnes pratiques là-dedans. Ce que je peux partager, moi, j'aurais 3 bonnes pratiques de base, mais je ne veux pas nous élever au niveau de maître là, comme Louis ou a.k.a. Yoda. Donc, j'irais plus, dans le fond, avec... ce qui est important, c'est de maintenir ouverts les canaux de communication développés avant puis pendant la pandémie. Il n'y a personne qui part de zéro, donc il ne faut pas laisser de côté les bonnes habitudes. Il y en a beaucoup, comme tu l'expliquais, qui ont créé une proximité qu'il ne faut pas perdre, mais ce n'est pas tout. C'est bon aussi, dans le fond, une étape qui est souvent oubliée, c'est de prendre un pas de recul. C'est d'évaluer 2 éléments de base. Est-ce que mes canaux de communication sont efficaces? Puis, est-ce que mes messages de contingence sont prêts? Tantôt, on le mentionnait, la préparation. Là, donc, nous, notre travail au quotidien chez National, c'est de raconter des histoires. C'est de raconter vos histoires pour, dans le fond, prendre le leadership sur ce que je parlais plus tôt. Pour ça, il faut d'abord déterminer c'est quoi mon histoire, l'histoire de l'entreprise. Je ne parle pas de l'entreprise de 1968 à aujourd'hui, je parle plutôt de la perception que les gens ont. Donc, c'est quoi l'image créée quand on pense à mon entreprise? Et c'est aussi important de déterminer à qui je veux parler puis quand je veux leur parler. Par exemple, si je suis une entreprise responsable qui met la sécurité des employés au premier plan, il faut penser aux éléments spécifiques à communiquer. Par exemple, les mesures préventives, il faut que ce soit clair et connu de tous. J'aurais aussi, dans le fond, choisir les meilleurs canaux de communication. Est-ce que, comme Mme Louis parlait tout à l'heure, il y avait des messages, un site web fermé. On peut avoir un groupe Facebook fermé où on peut communiquer avec les gens facilement. Ça peut être des téléconférences, des rencontres individuelles, mais c'est important aussi de ne pas oublier la communication continue avec les employés en télétravail. Puis c'est la même chose avec les clients. On n'a plus beaucoup d'échanges comme on avait avant avec des conférences où on peut se rencontrer à divers événements de l'industrie. Donc, des bulletins d'information, des infolettes, des vidéoconférences Zoom comme on fait ce matin, même un pop-up sur votre site Web. Deuxièmement, une autre bonne pratique, c'est super important de préparer des scénarios d'intervention. C'est pas fini. Malheureusement, c'est vraiment pas fini. Tout peut basculer super rapidement. Les entreprises qui avaient en poche là, un plan de gestion de crise ont mieux communiqué avec leurs employés, leurs clients, les partenaires, puis aussi dans l'espace public. On a juste à penser si on a des cas, des éclosions de COVID dans notre entreprise, comment on va communiquer ça? Est-ce qu'on est prêt? On n'a pas souvent le temps de réagir à ces choses-là. Il y a 1 an, personne n'était préparé à la fermeture de l'économie. Et tout le monde le sait maintenant que des dérangements majeurs de la chaîne d'approvisionnement, c'est possible. Regardez ce qui se passe à Roberval en ce moment. Là, on pensait, la vaccination, on pensait qu'on était sur une belle lignée. Puis là, tout d'un coup, il y a plusieurs écoles qui ferment. On repasse dans la zone rouge. Imaginez, là, que vous avez 32 employés. Tout d'un coup, un matin, ils ne rentrent pas parce que les écoles sont fermées. Et puis là, on est pris avec une situation comme ça. Comment on communique avec nos équipes à l'interne, à l'externe, pour maintenir le leadership et expliquer ce dérangement-là. Donc, il faut communiquer de façon transparente, comme je disais, il faut être prêt, il faut faire savoir qu'on est prêt aussi. Donc ça m'amène à ma dernière bonne pratique. Et puis, je suis certain que Mme Loubier va pouvoir témoigner de ça, c'est partager vos bons coups. Pensez à qui sont vos premiers points de contact avec vos cibles. C'est quoi les discussions générées sur mon entreprise dans les médias, sur les médias sociaux, mon site web, mais aussi c'est quoi les discussions générées avec mes employés. Donc, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif?
vous pouvez avoir une influence sur cette discussion-là. Puis ça revient à ce que, Antoine, tu disais au départ, là, parlez-en bien, parlez-en mal. On peut avoir une influence sur ce qui va être dit. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est engager les employés dans le succès de l'entreprise en partageant les bons coups. À ce moment-là, bien, vous êtes capable d'avoir un impact sur ces discussions-là. Vous êtes capable aussi de faciliter votre recrutement, par exemple, ou de la faciliter la rétention parce que vous générez de la confiance avec vos employés. Et puis, bien, avec ça, dans le fond, vous allez avoir une facilitation de prise de décision pour des nouveaux talents ou pour vos employés par rapport au rayonnement positif de votre entreprise. Puis, si tu nous parlais un petit peu des bénéfices justement qui vont découler de ça, en bref, ce serait lesquels? On est vendu sur les meilleures pratiques, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en retirer de ça? Bien, j'en parlais un petit peu, dans le fond, j'arrivais à ça avec l'adhésion des employés. L'adhésion des employés à la mission, à la vision de l'entreprise. Dans la transition vers le 4.0, par exemple, ce qu'on veut, c'est, on parlait là, tantôt, Louis parlait de gestion de changement, mais c'est ça qu'on veut avec la communication, c'est mettre les employés en confiance. Ça amène à une augmentation de la satisfaction, c'est une meilleure rétention. Les employés qui se sentent écoutés, ça va être des employés qui vont développer un sentiment d'inclusion, de respect. C'est des employés qui vont être, en retour, ils vont être plus engagés. Donc, on augmente la productivité. Il y a un net avantage à communiquer clairement auprès de ces employés avec des messages là, qui vont contribuer à dissiper les incertitudes. Donc, quand vos employés sont mobilisés autour d'un objectif d'affaires, vous allez avoir des meilleurs résultats parce que tout le monde va dans la même direction. Donc, pourquoi se priver de ça? Donc, c'est un autre bénéfice évident, c'est l'efficacité. Il y a moins de perte de temps, il y a moins de conflits. On s'en est parlé avant, on sait quoi faire, on sait c'est quoi le projet. Donc, les gens embarquent, ils font confiance, ils suivent votre leadership, meilleure productivité. Puis, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le rayonnement de la marque employeur. C'est super important. Les futurs talents ont le choix de travailler vraiment à différents endroits. Vous l'avez vu avec la crise de la main-d'œuvre. C'est pas sur le bord de se terminer. Là, on sait que d'ici 2030, c'est un quart des Québécois qui vont avoir 65 ans et plus. Donc, c'est une petite main-d'œuvre pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets dans toutes nos entreprises. C'est pas le budget d'hier qui va régler la pénurie. Donc, partagez vos bons coups. Partagez ce qui se passe de positif chez vous, que ce soit ça sur les médias sociaux ou dans l'espace public. Comme ça, vous faites connaître et mieux connaître dans votre industrie avec les entreprises, les fournisseurs, les clients qui sont près de vous, mais aussi par tous ces futurs talents qui pourraient venir vous aider à atteindre vos objectifs d'affaires. Merci beaucoup, Sébastien. Pour conclure, Suzy a deux volets, une petite question, puis ensuite je reviens vers Sébastien pour également la même dernière question. Un conseil pour les entreprises dans la salle, mais tant qu'à introduire ce conseil-là, peut-être un petit peu en même temps nous parler de ce qui s'en vient pour Soleno, à quoi s'attendre de Soleno au niveau des communications, autant à l'interne qu'à l'externe. Vous avez eu des succès incontestables. À quoi s'attendre de vous? Puis justement nous amener vers un conseil que tu aurais à donner aux gens dans la salle. Bien, le conseil, Sébastien en a parlé, puis Antoine, la même chose. C'est vraiment parler de nos bons coups. Comme entreprise, là, souvent, on a des bons coups, on ne veut pas trop en parler, on dit, bon, il y a la compétition, tout ça, mais moi, je trouve que parler de nos bons coups, autant à l'interne qu'à l'externe, là, c'est très bon au niveau de notre marque employeur. Nous, on le constate, là. Bien entendu, on met de plus en plus à l'avant-plan notre modèle d'affaires qui est l'économie circulaire. Et puis, on a une adhésion forte à l'interne et aussi auprès de nos clients. Parce que je dis toujours que la ligne est mince entre le marketing et les communications. Souvent, des clients vont acheter le prix. C'est normal, mais de plus en plus aussi, ils vont acheter la mission de l'entreprise. Fait que pour nous, c'est important. Et puis, je vous dirais, bon, en tout cas, pour la suite des choses,
on est en train, dans l'entreprise, d'élaborer une stratégie de communication là, environnementale que vous devriez voir là, dans les prochaines semaines, là, qui va s'établir sur plusieurs mois. Mais vraiment mettre à l'avant-plan les innovations aussi au sein de notre entreprise et puis faire connaître, puis utiliser, puis dans le fond, le secret aussi que je pourrais peut-être partager, c'est que, je dirais, mettre à contribution nos employés et même nos clients. C'est ça, au niveau de notre stratégie de communication, nos employés sont les plus grands ambassadeurs de l'entreprise. Puis souvent, on dit, bon, ben oui, un message, mais nos porte-étendards, nos porte-paroles, c'est ce qu'on a fait dans le cadre au cours de la dernière année avec nos employés pour faire le lien avec les clients. On les a outillés, dans le fond, pour au niveau... pour qu'ils puissent communiquer via le web avec nos clients. Et ensuite de ça, nos employés aussi avec des vidéos de communication, des vidéos d'entreprise. Alors, il y a plein de trucs. Puis, la dernière chose aussi que je veux dire, parce qu'on parle beaucoup de médias sociaux. Oui, nous autres, on est présents au niveau de LinkedIn, de Facebook, on est présents. Mais il ne faut pas négliger aussi nos médias locaux. Les médias écrits, c'est une force quand on est en région. On sait que les médias nationaux se concentrent davantage au niveau, bien entendu, de ce qui se passe là, au niveau urbain. Mais moi, je trouve que c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Puis c'est des canaux de communication que nous, on s'emploie aussi à utiliser, puis à utiliser aussi la presse spécialisée. Merci. Merci beaucoup, Suzy. Sébastien, conseil pour les entreprises dans la salle? Petit conseil, puis je pense que c'est important de ne pas voir les communications comme étant un gros danger ou une grande dépense. Il faut changer son fusil d'épaule, comprendre que les communications, c'est une fonction de gestion. Si on ne communique pas, il n'y a pas de gestion. Il n'y a personne qui ferait de business sans comptable, sans chef des opérations. Donc, je pense que c'est important d'intégrer la communication aux activités quotidiennes. Il ne faut pas voir les communications comme une dépense pure et simple. Ça ne veut pas dire de monter une équipe de communication de 12 personnes ou d'engager un consultant en communication cet après-midi, mais d'entamer une réflexion pour cette fameuse transition communicationnelle dont on parle aujourd'hui. Puis, au besoin, allez chercher un coup de pouce. Entourez-vous de professionnels en qui vous avez confiance. Parce qu'en bout de ligne, c'est cette confiance-là qu'on veut transmettre. C'est votre leadership, c'est votre histoire que vous voulez raconter. Comme Mme Loubier parlait avec les médias locaux ou sur vos plateformes de médias sociaux. C'est des quick wins qu'on appelle. C'est vraiment quelque chose qu'on peut installer au quotidien qui va faire bénéficier vraiment toute votre marque et toutes vos opérations. Merci Sébastien. On a 2 questions qui viennent de rentrer du public. Ça tombe bien, on venait de terminer nos questions de discussion du panel. Public, c'est un grand mot. On a Louis Duhamel, notre estimé Yoda, qui mentionne « J'ai pu constater le virage communicationnel Soleno qui a été majeur. On est parti d'une entreprise assez discrète à une entreprise qui rayonne beaucoup et qui est très présente sur les médias sociaux avec des publications et des vidéos. Est-ce que ce fut difficile de changer la culture et avec les propriétaires et les employés? Difficile, non, je dois dire. C'est ça, si on regarde au niveau du dirigeant, parce que si Alain, le président de Soleno, c'est quelqu'un qui est très impliqué socialement, qui était habitué aussi de prendre la parole en public. C'est sûr que quand, à un moment donné, tout ce qui est économie circulaire, souvent, on nous posait beaucoup de questions au niveau du recyclage. Et puis, on a un pôle d'innovation au niveau de Soleno. Puis, on réalise on réalise des projets d'innovation. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, on se dit, bon, doit-tu communiquer ça par rapport, comme je dis, à nos concurrents? Mais je pense qu'il y a de l'information qu'on peut communiquer qui pourrait être transparent. Dans le fond, se faire connaître, donner une notoriété.
Puis, je dirais que c'est peut-être aussi cet aspect-là là, qui, au cours, je dirais, des dernières années, là, qui nous a permis d'être présents de façon plus soutenue, je dirais, là, dans les médias. Alors, non, je ne peux pas dire qu'il y a de l'ouverture. Et puis, quand on a une bonne stratégie, un bon plan de communication, les messages clés, comme Sébastien le mentionnait, moi, je vais peut-être aussi, petite parenthèse, Soleno, on a dit, on est 500 employés, mais l'équipe là, de communication marketing là, chez Soleno, là, c'est 3 personnes plus moi. Alors, ce n'est pas parce qu'on est une grande entreprise qu'on a un gros département. C'est que, oui, on se fait un plan de communication, on se fait des stratégies, oui, on va chercher de l'aide à l'externe, mais c'est ça, puis c'est pas vrai qu'on met 10 de notre budget là, au niveau des communications puis du marketing, mais vraiment, c'est d'être innovant, trouver des façons. Puis l'année dernière, bien, une des façons, comme je vous ai dit, c'était de tourner des petites vidéos. On a même utilisé des drones. C'est pas vrai que ça coûte, là, c'est dispendieux. C'est juste dans le fond, prendre le temps d'élaborer la stratégie, voir comment on pourrait réaliser des choses, mettre à contribution, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nos employés, nos clients, nos fournisseurs. Alors, ce sont tous des éléments, là, je pense, qui contribuent là, à avoir une meilleure portée au niveau de nos communications. Merci beaucoup, Suzy. On m'avise qu'il y a une rencontre avec le même Zoom qui commence dans 2 ou 3 minutes. Donc, simplement question qu'on ne soit pas brutalement exclu du webinaire. On va laisser la parole maintenant au mot de conclusion de Michel Milot. On avait une autre question, mais juste question de laisser à Michel 2 minutes pour conclure. On va devoir passer. Merci beaucoup, Suzy. Merci beaucoup, Sébastien. Très précieux comme commentaire. On apprécie votre présence. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Donc, Michel, à vous la parole, je vous ouvre la vidéo. Merci beaucoup. Quelle conférence intéressante ce matin. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Comme l'ont si bien remarqué M. Duhamel et M. Audy-Julien, la relance de la Montérégie, elle passera par vous, les manufacturiers. Avec un PIB de 10,5 milliards de dollars par année, vous êtes un moteur économique incontournable. Nos animateurs nous ont aussi mentionné que cette relance devrait être aussi plus verte et plus durable. Et notre principal thème ce matin, la transition communicationnelle, nous indique qu'une communication interne efficace sera essentielle à cette relance, notamment pour mobiliser vos effectifs et retenir vos meilleurs éléments. Merci à Synchronex et à la FCCQ pour cette présentation des transitions à amorcer au sein des entreprises manufacturières au cours des prochains jours. Je veux aussi remercier nos panélistes, Louis J. Duhamel, Antoine Audy-Julien de chez Deloitte, nos pénalistes Suzy Loubier de chez Soleno, Sébastien Boudreau du cabinet national et à Mme Marie Gagné de Synchronex. Soleno, à l'image de son président, leadership, une compagnie très fière qu'elle soit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir assisté à l'activité ce matin et bonne journée.